Un vendredi noir dans les transports parisiens, les agents de la RATP ont décidé de répondre massivement au préavis de grève du vendredi 13 septembre afin de défendre leur régime de retraite. Le trafic est resté extrêmement perturbé toute la journée. Pourquoi les agents de la RATP se mobilisent-ils autant contre la réforme des retraites? Que retenir de la réforme annoncée par le Premier ministre? Élément de réponse dans ce journal. La grogne des policiers, baisse constante des effectifs, journée de travail à rallonge, congés annulés au dernier moment. Les syndicats de police expriment leur colère face aux conditions de travail et ont appelé à une marche de la colère mercredi 2 octobre pour dénoncer leurs conditions de travail, alors que 49 policiers se sont donné la main depuis le début de l'année 2019. Enfin, notre grand angle ce soir nous replongera 80 ans en arrière. Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclaraient la guerre à l'Allemagne. Prélude d'une drôle de guerre qui s'achèvera 8 mois plus tard dans des conditions tragiques avec l'invasion allemande. Retour sur ce temps fort de notre histoire. Les agents de la RATP avaient déposé un préavis de grève pour vendredi 13 septembre. La journée était classée noire en Île-de-France. 10 lignes de métro sont restées fermées toute la journée. Sur les autres lignes, un trafic minimum était assuré avec en moyenne une rame sur 3. Le trafic des 353 lignes de bus, des 9 lignes de tramway et des 5 lignes de RER est resté très fortement perturbé jusqu'à hier matin 7 h. Retour en images sur cette journée noire pour les Franciliens. Métros à l'arrêt, gare RER fermée, bus au garage. La journée de mobilisation contre la réforme des retraites à la RATP ce vendredi a provoqué comme prévu des perturbations de trafic inédites depuis plus de 10 ans. Si vous aviez l'intention de circuler ce jour-là dans Paris en Île-de-France, il valait mieux prendre vos précautions. La RATP a en effet communiqué dès la veille ses prévisions de trafic. La mobilisation des agents contre la réforme des retraites s'est avérée considérable. Concernant le métro, le trafic est resté extrêmement perturbé, un trafic normal avec risque de saturation sur les lignes 1 et 14, toutes deux automatisées. Trafic en revanche très fortement perturbé avec lignes et stations partiellement ouvertes uniquement en heure de pointe. 6h30, 9h30 et 17h, 20h pour la ligne 4, la ligne 7, la ligne 8 uniquement entre Créteil, Pointe-du-Lac et Reuilly-Diderot, ligne 9 entre Pont-de-Sèvres et Franklin-Roosevelt et entre Nation et Mairie de Montreuil. En revanche, sur les 10 autres lignes, le trafic a été totalement interrompu toute la journée. Concernant le RER, le trafic a lui aussi été très fortement perturbé. Les trains ont circulé uniquement en heure de pointe. Les gares RATP ont été fermées en dehors de ces horaires. Pour le RER A, trafic très fortement perturbé, un train sur 3 uniquement en heure de pointe. Pour le RER B, un train sur 5 uniquement en heure de pointe. Une interconnexion interrompue à la gare du Nord. Pour les tramways, en moyenne, une rame sur 2 sur les lignes T3, BT6 et T8, une rame sur 3 en heure de pointe sur les lignes T2, T3A et T5, et une rame sur 4 pour les lignes T1 et T7. Quant au réseau des bus, un bus sur 3 circulait sur l'ensemble du réseau. Et sur les routes, 380 km de bouchons cumulés ont été recensés à 18 h vendredi par la direction des routes d'Île-de-France sur le site citadin.fr qui évoque un niveau exceptionnel. Un vendredi soir à la même heure, la distance de bouchons cumulés est habituellement de moins de 300 km en moyenne. Le mouvement de grève des agents de la RATP a été suivi de manière très massive, on l'a dit, du jamais vu depuis 12 ans, et ce afin de protéger leur régime de retraite spéciaux. De quels avantages bénéficiaient-ils jusque-là et quels changements la réforme va-t-elle opérer? Voici quelques éléments de réponse. La raison de la mobilisation de l'ensemble des syndicats, la volonté, dès la remise du rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye en juillet 2019, de fusionner les 42 régimes existants et donc de mettre fin aux régimes spéciaux qui ont la particularité d'être rattachés à une entreprise, à une institution publique ou à une profession. On distingue 3 grandes catégories de régimes spéciaux, celui de la fonction publique pour les militaires et la police nationale, celui des entreprises et des organismes publics, dont font notamment partie EDF, GDF, la RATP, la SNCF, et les régimes spéciaux dont les bénéficiaires sont peu nombreux, tels la Comédie Française ou Opéra National. L'intérêt d'avoir un régime spécial est d'abord la prise en compte de la pénibilité au travail. Les agents sont en effet parfois confrontés à des horaires de nuit et au travail dans les souterrains, comme l'explique Bertrand Hamache, secrétaire général de la CGT RATP. Le responsable syndical estime que le nouveau système de retraite par points mettra à mal non seulement l'allongement
de la durée du travail, mais aussi le montant de la cotisation. Les agents considèrent que le régime spécial est le seul avantage de leur métier pénible. Avec la mise en place de ce système universel, la pension ne sera plus calculée sur la base des 6 derniers mois de salaire, mais sur l'ensemble de la carrière, ce qui risque de faire baisser le montant des pensions des salariés qui arrivent au sommet de la grille salariale en fin de carrière. D'après une enquête menée par le journal Le Parisien, un conducteur de RER qui peut espérer une retraite aux alentours de 2 500 € par mois, en partant entre 55 et 57 ans, perdrait entre 20 et 30% de sa pension si la réforme entrait en vigueur. Par ailleurs, aujourd'hui, un employé de la RATP part à la retraite à 55,7 ans en moyenne. Parfois, pour le personnel roulant ou souterrain, l'âge de départ intervient dès 52 ans. Et bien, avec la réforme, l'âge du départ à la retraite pourrait être repoussé jusqu'à 62 ans. Outre la contestation de la réforme en tant que telle, l'ouverture à la concurrence des bus dès 2025 et du rail en 2034 inquiète dans les rangs de la RATP. Si la régie des transports parisiens affiche de bons résultats financiers, la fin du monopole annoncé pourrait fortement perturber son fonctionnement. Avant la fin de l'année, en effet, le groupe devra concourir pour l'attribution du tram 9 qui reliera la porte de Choisy à Orlyville. Les futures lignes du Grand Paris seront aussi ouvertes à la concurrence. Île-de-France Mobilité attribuera également les lignes de bus par voie d'appel d'offres. Comme le souligne le journal La Croix, l'enjeu est considérable, la RATP assurant 1 milliard de voyages en bus par an. Calendrier et méthode, voilà les deux axes déclinés par Édouard Philippe ce jeudi dans son discours d'1 heure sur la réforme des retraites prononcé devant le Conseil économique, social et environnemental à Paris. Le Premier ministre a lancé une nouvelle phase de concertation pour ce projet qui doit fusionner les 42 régimes de retraite en un seul système universel à points à partir de 2025. Sur le fond, le chef du gouvernement est resté très prudent. Ainsi, il n'a pas tranché le débat qui oppose les partisans de la hausse de l'âge légal de départ à la retraite et ceux qui prônent une augmentation de la durée de cotisation. Alors, dans ce contexte de grève des agents de la RATP, que faut-il retenir de cette allocution? On voit cela en détail. Première annonce faite, des consultations jusqu'à la fin de l'année. Nous prendrons le temps qu'il faudra, promis le Premier ministre. Ce temps long, nous l'assumons. On ne réforme pas un système vieux de 70 ans en quelques semaines, surtout lorsqu'on sait combien ce sujet passionne les Français autant qu'il les inquiète. À l'automne, le futur projet de loi fera donc l'objet de consultations citoyennes qui seront lancées par le chef de l'État avant fin septembre et se termineront à la fin de l'année. C'est ce qu'a précisé le Premier ministre. Une plateforme numérique qui sera d'ailleurs consacrés. En parallèle, des concertations avec les partenaires sociaux vont commencer dès la semaine prochaine et dureront jusqu'au début du mois de décembre. Autre annonce donc, on en parlait, la fin des régimes spéciaux à quelques exceptions près. Le futur système conduira à la disparition de ces régimes particuliers et de multiples dérogations qui, à quelques exceptions, près n'ont plus lieu d'être. Le Premier ministre a évoqué sans précision les garanties à apporter aux métiers pénibles ou dangereux, comme les forces de l'ordre ou les militaires. Pour déminer cette question épineuse, le chef du gouvernement a aussi assuré qu'il allait inscrire dans le projet de loi le principe dans lequel le nouveau système ne sera pas appliqué aux régimes spéciaux tant qu'une solution satisfaisante ne sera pas trouvée pour leur faire rejoindre le nouveau régime universel. Troisième mesure, la loi devrait être votée à l'été 2020. Après la phase de consultation, le Premier ministre souhaite que le Parlement vote le projet de loi sur la future réforme des retraites d'ici à la fin de la session parlementaire de l'été prochain, à la mi-2020 donc. Le projet était initialement prévu pour 2019. Une transition s'annonce aussi et durera 15 ans. Le système ne commencera à entrer en vigueur qu'en 2025, mais il ne s'appliquera entièrement qu'en 2040, a annoncé Édouard Philippe. Il y aura ainsi une période de transition d'une quinzaine d'années pour la fusion des 42 régimes existants en un système unique par points. Les premiers concernés seront bien les personnes nées après 1963, personnes concernées par ce nouveau système universel de retraite à points. La mise en place de ce système universel ne concerne donc ni les retraités actuels ni les actifs proches de la retraite, a rappelé Édouard Philippe. Des mesures sur les retraites seront-elles prises avant 2025? Le système pour l'heure n'est pas très loin de l'équilibre. Faut-il en déduire qu'il ne faut rien faire? Je ne le crois pas. Tout porte à croire que le déficit va fortement se dégrader, a prévenu le Premier ministre. Le chef du gouvernement va demander aussi une nouvelle expertise financière au Conseil d'orientation des retraites, malgré la publication de son rapport annuel mi-juin, pour savoir quel sera exactement l'état des comptes des retraites en 2025.
Travailler plus longtemps n'est plus tabou pour la gauche ni pour la droite, estime le chef du gouvernement, et encore moins pour les Français. Il existe un certain nombre d'outils qui permettent de concilier durée et âge, déclare-t-il, et la concertation permettra d'évaluer les avantages et inconvénients des deux options, mais quoi qu'il arrive, il faudra travailler plus longtemps. Des policiers ont été pris à partie par plusieurs dizaines d'individus ce mardi dans le quartier de Kermoisan, à Quimper, dans le Finistère. Un peu plus tôt, un jeune avait été interpellé pour conduite à moto sans casque, une interpellation qui aurait énervé des jeunes du quartier. 14 voitures ont été incendiées en quelques heures. Des forces de l'ordre prises à partie à Quimper ou encore un fourgon de police caillassé à Lyon, dans le Rhône, en février dernier. Des incidents qui ont alimenté les chiffres sur les violences dont les policiers font l'objet. C'était encore le cas ce week-end, avec de nouvelles manifestations de gilets jaunes. Depuis le début de l'année, 49 policiers ont mis fin à leur jour. Une situation intenable. L'ensemble des syndicats de police a décidé de frapper fort ce mardi en appelant à une marche nationale de la colère. Ce sera le 2 octobre à Paris. Cette manifestation, quasiment inédite dans une profession soumise au droit de réserve, a pour but d'alerter l'opinion publique sur la situation préoccupante des forces de l'ordre et surtout de lancer un avertissement à l'État, accusé de rester sourd à la détresse des hommes en bleu. Pour se faire entendre, l'ensemble des corps de policiers est invité à défiler et les organisations promettent déjà de mettre tous les sujets sur la table sans aucun tabou. Alors que 49 agents se sont suicidés depuis janvier contre 35 sur l'ensemble de l'année dernière, ce bilan dramatique a mis le feu aux poudres et servi de véritable détonateur. La mise en place lundi d'un numéro vert pour prévenir les suicides, associé à une vaste campagne de communication, apparaît donc insuffisante aux policiers qui réclament avant tout un plan massif d'amélioration de la qualité de vie au travail, seul à même d'éviter les drames. Preuve de leur détermination, les organisateurs ont d'ores et déjà impliqué que la marche du 2 octobre sera un premier avertissement directement adressé à l'Élysée et non à leur ministre, Christophe Castaner. En décembre dernier, au plus fort de la crise des Gilets jaunes, ce dernier avait acté dans un protocole d'accord une revalorisation salariale de 250 millions d'euros ainsi qu'une réforme des cycles de travail et des forces de l'ordre. Mais prévues en grande partie pour l'an prochain, ces mesures tardent à répondre au malaise policier et à éteindre l'incendie sur le terrain. Les agents dont les vacations peuvent atteindre 16 heures se plaignent toujours d'un manque chronique de moyens qui les oblige à travailler dans des commissariats vétustes, circuler avec des voitures détériorées, voire à acheter leur propre matériel. Ils déplorent enfin un manque criant de considération de la part de l'État. Les policiers sont déconsidérés, surexploités, jamais un remerciement. Ils se sentent comme des pions, pas encore comme des fonctionnaires, résume Fabien Weinmerlich du syndicat Police Alliance. Si la police ressent de la défiance envers l'État, le malaise entre la population et les agents est lui aussi palpable. Au-delà des gros titres, comme policiers brûlés à Viry-Châtillon, véhicule incendié à Paris en 2016, dont les images avaient fait le tour des réseaux sociaux, le Figaro révélait en août que les forces de l'ordre et les pompiers subissaient 110 agressions quotidiennes. Les heurts entre manifestants et policiers lors des Gilets jaunes ou l'affaire Steve se sont ajoutés à ce malaise reconnu par Emmanuel Macron lui-même qui, à Biarritz, avait estimé qu'il fallait changer la manière d'assurer la sécurité, un dialogue urgent à rétablir pour la sécurité même des policiers. Les agressions sont-elles plus nombreuses? Le ministre de l'Intérieur a comptabilisé 16 257 dépôts de plainte au premier semestre 2019, soit une augmentation de 6% par rapport au premier semestre 2018. Les outrages augmentent aussi, 17 065 au premier semestre 2019, soit une hausse de 5,6% par rapport à l'an dernier. La grève continue aux urgences. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a écarté cette semaine toute nouvelle revalorisation salariale, ainsi que l'ouverture de nouveaux lits dans les hôpitaux, n'a pas répondu aux demandes centrales des grévistes. Une grève qui reprend donc de plus belle et qui est loin de s'arrêter. Plus de 750 millions d'euros redéployés, et voilà que la grève des urgences se poursuit. Au lendemain de la présentation du plan de refondation des urgences hospitalières par Agnès Buzyn, le collectif Interurgence a voté la poursuite du mouvement avant une manifestation ce mercredi à l'appel des syndicats. La ministre de la Santé qui doit gérer de front ce mouvement social inédit par sa durée, bientôt 6 mois, et par son ampleur, 250 services d'urgence à ce jour, en même temps que les débats sur la loi bioéthique à l'Assemblée, avaient pourtant mis le paquet en début
début de semaine pour trouver une issue à la crise. Nouveau service d'accès aux soins universels pour réguler les appels au secours. Admission directe sans passage aux urgences pour les personnes âgées. Optimisation de la gestion des lits disponibles dans les hôpitaux. Le tout financé par des crédits existants. Par ces annonces fortes, Agnès Buzyn a tenté d'apporter une réponse systémique à l'engorgement des hôpitaux en promettant une réorganisation de l'accès à l'hôpital, tout en refusant de débloquer davantage d'argent ou de procéder à des embauches massives. C'est précisément l'absence d'évolution sur ces points, très attendus par les grévistes, qui ont précipité la prolongation du mouvement de contestation. À l'issue d'une assemblée générale à Saint-Denis, les représentants des grévistes ont voté à main levée une motion rappelant leurs principales revendications: réouverture de lits, recrutement à la hauteur des besoins, augmentation de 300 € net mensuels. Désormais, afin de renforcer la pression sur le ministère, les grévistes en appellent à une extension du mouvement aux autres services hospitaliers. Une date de mobilisation de l'ensemble des fonctionnaires est prévue le 26 septembre. Nouvelle épine dans le pied pour la majorité. Le président La République En Marche de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été mis en examen dans la nuit de mercredi à jeudi à Lille, dans le Nord, pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Il a été entendu par 3 juges d'instruction lors d'un interrogatoire de première comparution au tribunal de grande instance de Lille. Sur quoi enquêtent les juges d'instruction? Qu'est-ce que cette affaire des mutuelles de Bretagne? Tentons d'y comprendre plus clair. Sur quoi enquêtent les juges d'instruction? Révélée en mai 2017 par le Canard enchaîné, l'affaire porte sur un bien immobilier acquis par la compagne de Richard Ferrand, l'avocate Sandrine Doucet, et loué aux mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand était alors le directeur général. Les faits visés remontent à 2011. À l'époque, les mutuelles de Bretagne cherchaient à louer des locaux pour installer un centre de soins à Brest et avaient choisi parmi 3 offres la proposition d'une société civile immobilière, une SCI, appartenant à 99 à Sandrine Doucet, avec laquelle Richard Ferrand n'est ni marié ni pacsé. La société en question aurait toutefois été montée dans l'urgence pour l'occasion. Richard Ferrand s'est lui-même occupé quelques mois plus tôt de l'achat des locaux aux 2 rue Georges Sand, dans le centre de la ville. Il a notamment signé en décembre 2010 une promesse de vente qui, selon l'avocat à l'origine de l'opération immobilière, était conditionnée à la conclusion d'un bail commercial entre une SCI, devant se substituer à lui, et les mutuelles de Bretagne. Ce bien, acquis pour un prix de 375 000 € a été financé par les loyers versés par l'organisme. Or, à croire l'hebdomadaire satirique, la promesse de location avait également permis à l'acheteuse d'obtenir un prêt bancaire équivalent à la totalité du prix de ses locaux en mauvais état. Outre une rénovation complète des locaux par la mutuelle pour 184 000 €, la valeur des parts de la SCI avait été multipliée par 3 000 en 6 ans. Pourquoi le parquet de Brest avait-il d'abord classé l'affaire? Un mois seulement après sa nomination, Richard Ferrand avait dû renoncer au ministère de la Cohésion des Territoires en raison de l'ouverture par le parquet de Brest d'une enquête préliminaire. Il a finalement bénéficié d'un classement sans suite en octobre 2017. Le procureur de Brest, Jean-Philippe Récapé, estimait qu'aucune infraction au code de la mutualité n'a été établie. Le parquet affirmait par ailleurs qu'il aurait pu envisager l'ouverture d'une information pour prise illégale d'intérêt, mais selon lui, la jurisprudence ne permet pas d'affirmer que les mutuelles de Bretagne ont effectué une mission de service public au sens du droit pénal et que l'infraction éventuelle est prescrite. Enfin, pourquoi ce dossier a-t-il été rouvert par la justice? L'affaire a rebondi quelques mois plus tard, après le nouveau dépôt d'une plainte, cette fois avec constitution de partie civile par l'association Anticorps. Cette nouvelle plainte permet de passer outre le refus du parquet d'entamer des poursuites pénales et d'obtenir presque automatiquement la désignation d'un juge d'instruction. Chose faite en janvier 2018, le parquet national financier ouvre alors une information judiciaire pour prise illégale d'intérêt. Le dossier, d'abord confié aux soins du juge Renaud von Ruymbeck, a depuis été délocalisé de Paris à Lille, où 3 juges ont été nommés il y a bientôt 1 an. Les avocats de Richard Ferrand avaient fait valoir un possible conflit d'intérêts lié à un autre magistrat parisien, par ailleurs membre d'Anticorps. Alors qu'il intervenait dans le journal de 20 h de TF1 jeudi, Édouard Philippe a affirmé que Richard Ferrand pouvait assumer la présidence de l'Assemblée nationale tout en lui assurant une amitié réelle, un soutien total et sa confiance pour qu'il fasse valoir son innocence. On a appris ce vendredi l'incarcération immédiate de Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, condamné à 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. Les origines de cette affaire remontent aux années 1980-1990. Accusé également de corruption, celui qui est maire de Levallois depuis plus de 30 ans a été transféré à la prison de la Santé à Paris, où il y a passé sa 2e nuit.
Pour l'heure, c'est son épouse, Isabelle Balkany, première adjointe au maire, qui assure l'intérim. Nous parlions la semaine dernière des Bahamas et de la Floride touchés par le cyclone Dorian. Eh bien, les conséquences de ce phénomène météorologique restent visibles encore aujourd'hui avec une crue particulièrement vive et meurtrière en Martinique. C'était dimanche dernier. Le drame s'est produit dimanche dernier sur les rives de la rivière du Lorrain en Martinique. 3 hommes étaient venus y passer leur journée. Ils se sont fait surprendre par la brusque montée des eaux, une crue si soudaine et violente qu'elle a emporté des voitures. 2 corps ont été repêchés dimanche après-midi par les gendarmes et les pompiers avec l'appui d'un hélicoptère de la sécurité civile. Les secours ont retrouvé un 3e corps à 200 mètres des côtes au large de la commune du Marigot, au nord de l'île. La Martinique avait été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages après le passage du cyclone Dorian. Et puis d'importantes inondations ont touché le sud-est de l'Espagne où l'alerte rouge à la pluie et aux orages a été déclenchée il y a quelques jours. Au moins 6 personnes sont mortes. Des précipitations équivalentes à 3 mois de pluie sont en cours depuis mardi et jusqu'à aujourd'hui. La pluie a continué de tomber pendant tout le week-end. Cette carte de la chaîne météo montre les zones concernées. D'importantes inondations ont déjà commencé à se produire dans la région de Valence notamment. Un mur d'une école s'est écroulé entre Valence et Alicante. Personne n'a été blessé, rapporte le journal El País. Plusieurs routes ont été interdites à la circulation. Des dizaines de municipalités ont annulé les cours. Des tornades et des trombes marines peuvent par ailleurs se produire comme celle survenue mercredi au large de Majorque. Dans les heures à venir, les zones de Murcie, Alicante et Almeria sont particulièrement exposées. Des vagues de plusieurs mètres sont attendues sur les zones côtières. La gravité de la situation s'explique par le fait que la perturbation bouge très lentement. L'Algérie est également concernée par le risque de brusques inondations. Ces fortes intempéries associées à une masse d'air frais contribuent au réchauffement en cours en France ces jours-ci. Elle fait tourner de l'air chaud autour d'elle qui remonte ensuite vers l'Hexagone. L'actualité à l'étranger nous emmène aussi en Tunisie où ce dimanche les citoyens sont appelés aux urnes pour désigner un nouveau président après le décès du chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. Quel candidat est favori? Qui peut se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle? On voit cela en détail. La Tunisie s'apprête à connaître un nouveau virage de son histoire, un moment délicat et plein d'incertitudes pour cette jeune démocratie. Ce dimanche, 7 millions de citoyens se sont rendus dans les bureaux de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle, auquel concourent 26 candidats. Les Tunisiens, pour le premier vote démocratique de leur histoire pour la fonction suprême, avaient dû départager en 2014 deux tendances politiques, les islamistes d'un côté et les laïcs anti-islamistes de l'autre, et ils avaient choisi Béji Caïd Essebsi, décédé en juillet dernier. Ce week-end, les choses sont bien différentes. Ces dernières années, d'autres forces politiques disparates et divisées ont émergé. Le parti du président, Nida Tounes, a éclaté en divers mouvements rivaux. Des partisans de la Tunisie pro-démocratique et des populistes sont désormais dans la course. Les observateurs politiques tunisiens rapportent que le scrutin est très ouvert et que tout est possible. La situation est tellement imprévisible qu'il est difficile de pronostiquer qui seront les deux candidats au second tour à l'issue de l'élection de ce dimanche. Ils sont très exactement 26 donc à concourir dans cette élection. 5 candidats sont présentés dans les médias tunisiens comme ayant davantage de chances de se qualifier pour le second tour. Découvrons-les. D'abord, Abdel Fattah Mourou, le candidat de Ennahda. Le camp des islamistes a désigné cet homme, figure du parti connu de tous les Tunisiens. En 2012, il s'était présenté comme indépendant à l'Assemblée constituante. Il apparaît comme le candidat du camp conservateur, ayant le plus de chances d'être présent au second tour. Ennahda, qui est la première force politique du Parlement. Youssef Chahed, le Premier ministre qui veut être président, de formation ingénieur agronome, Youssef Chahed est devenu le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la Tunisie en 2016, à 40 ans. Il a cependant rompu politiquement avec le président Essebsi début 2019 en quittant le parti Nida Tounes et en créant sa propre formation politique, Vive la Tunisie, devenu deuxième parti au Parlement. Le quarantenaire peut se targuer d'une expérience solide et marque les esprits par son engagement contre le népotisme et la corruption dans le pays.
Parfois comparé à Berlusconi, Nabil Karoui jouit lui d'une popularité certaine en Tunisie. Cet homme d'affaires qui a fait fortune dans la publicité et la communication est notamment à la tête de la chaîne de télévision Nesma et bénéficie à ce titre d'une grande exposition médiatique. Nabil Karoui est aussi célèbre pour ses activités caritatives pour les démunis. Son avenir politique s'écrit cependant en pointillé. Il est actuellement en prison, inculpé pour blanchiment d'argent et soupçonné d'évasion fiscale, mais sa candidature a été officiellement validée en tant que candidat populiste. Abdelkrim Zebidi, le candidat soutenu par Nida Tounes, est lui aussi en course. L'ancien ministre de la Défense est l'homme qui a choisi de soutenir le parti du président, Beji Caïd Essebsi, même si le candidat se revendique indépendant. Il apparaît comme un politique d'expérience et appelle à un rassemblement autour de lui, se disant prêt notamment à travailler avec Ennahda si le parti accepte ses conditions. Enfin, Mohamed Abou, candidat du courant démocrate, cet avocat auprès de la Cour de cassation qui fut un farouche opposant à Ben Ali, est cité dans les médias tunisiens comme un candidat ayant quelques chances dans cette élection. Il a été ministre quelques mois en 2012, en charge de la réforme administrative. Il apparaît comme un chantre de la lutte contre la corruption. Et pour la première fois dans le monde arabo-musulman, un candidat homosexuel, Mounir Batour, 48 ans, est devenu un symbole très fort dans un pays où l'homosexualité est punie de 3 années de prison, comme dans tout le Maghreb. Les autorités en charge de l'organisation du scrutin ont interdit la publication de sondages sur l'élection présidentielle, ce qui rend encore plus incertain le scénario politique des prochains jours. Reste que des enquêtes d'opinion circulent depuis quelques semaines, comme le rapporte la chaîne France 24, et beaucoup placent en tête l'homme d'affaires et mania des médias, Nabil Karoui. La grande inconnue sera son rival vu la fragmentation du paysage séculariste. Les premières estimations de résultats du premier tour de l'élection présidentielle seront données ce dimanche en fin de soirée. L'instance d'organisation des élections publiera les résultats définitifs mardi soir. La campagne va s'intensifier une fois que 2 candidats seront qualifiés pour le second tour, qui doit avoir lieu avant le 4 novembre. Mais pour l'heure, la date du second tour de la présidentielle en Tunisie n'a pas été fixée. Une page d'histoire à présent. Le 3 septembre 1939, l'Angleterre et la France déclaraient la guerre à l'Allemagne nazie, après que celle-ci ait envahi la Pologne. Pourtant, aucune bataille majeure n'eut lieu en Europe de l'Ouest jusqu'à l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et de la France le 10 mai 1940. Cette période est appelée la drôle de guerre et se termine en véritable débâcle pour l'armée française. Retour sur ces 8 mois pendant lesquels la France s'est battue avant d'être vaincue, c'est le grand angle de cette édition. L'expression « drôle de guerre » fait référence au tout premier mois de la guerre de 39-45 et désigne la période qui s'étend du 3 septembre 1939, date de la déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne à l'Allemagne, au 10 mai 1940, date du début de l'invasion allemande en Belgique et aux Pays-Bas. L'origine de l'expression résulte d'une méprise sur la signification du terme anglais « phony war », fausse guerre. En effet, cette période se caractérise par une inaction des armées alliées sur le terrain, en attente d'ordre précis, que le correspondant de guerre français Roland d'Orgelès aurait malencontreusement traduit par « funny war », funny signifiant « drôle » en français. La France a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. La période qui dure de septembre 1939 à mai 1940 a donc été qualifiée de drôle de guerre. En clair, le pays est en guerre, mais aucune opération militaire n'est menée sur le front franco-allemand. Mais pourquoi? Parce que la population française garde en mémoire les offensives sanglantes de la Grande Guerre et se trouve rassurée par une stratégie défensive. Mais force est de constater qu'une telle stratégie n'a que des effets néfastes sur la défense du pays. Immobilisme militaire, ennui des soldats et démobilisation de l'opinion. C'est donc un pays qui hésite entre détermination et attentisme qui se retrouve brutalement confronté à l'offensive des troupes allemandes. Le 10 mai 1940, Hitler déclenche son offensive contre la France, attaquant à la fois à travers les Pays-Bas, la Belgique et dans les Ardennes, où la percée est réalisée en quelques heures. Les chars et les bombardiers allemands jouent un rôle essentiel dans cette offensive éclair. Les troupes françaises se battent avec courage, mais le bilan est désastreux. 92 000 tués en 5 semaines. De ce fait, les soldats français refluent rapidement. L'offensive allemande fait fuir des populations venues de Belgique et du nord de la France. Cette
Cet exode prend bientôt des proportions spectaculaires. Au mois de juin, c'est tout le nord de la France qui est touché par ce mouvement. On estime à 8 millions. 8 millions le nombre de personnes qui se sont ainsi retrouvées sur les routes françaises en ce printemps de débâcle. En mai-juin 40, donc, l'offensive éclair de la Wehrmacht provoque la défaite de l'armée française. Nommé chef du gouvernement le 17 juin, le maréchal Pétain signe un armistice avec l'Allemagne, le 22, à Rotonde, dans la forêt de Compiègne. À l'endroit même de la signature de l'armistice par l'Allemagne, le 11 novembre 1918, les 3/5 du territoire français sont occupés. Voici la situation telle qu'elle est après la signature de l'armistice. Le pays est amputé de l'Alsace-Moselle, rattaché à l'Allemagne. La France se trouve coupée en deux parties, dont la plus grande et la plus riche est occupée militairement par l'Allemagne, des Ardennes au Pays Basque, en passant par tout le nord et l'ouest du pays. La ligne de démarcation sépare désormais une zone libre au sud et une zone occupée par l'Allemagne au nord. Si la France conserve sa flotte et le contrôle de son empire, son armée est fortement réduite. Les frais d'entretien de l'armée allemande d'occupation sont à sa charge. La classe politique française est mitigée quant au choix de l'armistice. En effet, c'est un véritable débat qui s'engage au sein du gouvernement dirigé par Paul Reynaud depuis mars 1940. Celui-ci est plutôt favorable à l'hypothèse d'une capitulation qui n'engage que l'autorité militaire et permettrait de continuer la lutte depuis l'empire colonial. Mais certains ministres sont au contraire partisans d'un armistice. Celui-ci, qui engage l'autorité politique du pays, entraînerait la cessation des hostilités entre la France et l'Allemagne. Le maréchal Pétain, qui fait partie du gouvernement français, est favorable, lui, à un tel armistice, permettant d'interrompre une guerre qui lui paraît perdue. Cela épargnerait au pays, selon lui, de nouvelles souffrances. Le 16 juin 1940, il succède à Paul Reynaud, démissionnaire. Dès le lendemain, il annonce à la radio qu'il faut cesser le combat. Dans le même temps, le 17 juin, le général de Gaulle s'est envolé pour Londres, d'où il lance le lendemain, 18 juin, en direct à la BBC, un appel à continuer le combat. Face au désastre, Charles de Gaulle et Philippe Pétain incarneront donc deux conceptions opposées de la France dans la guerre. Un mot de sport avec le mondial de basket qui se déroule actuellement en Chine. L'équipe de France a réalisé un beau parcours avec le plus grand exploit du basket français, c'était mercredi. Portés par Fournier et Gobert à plus de 20 points, les Bleus ont éliminé les États-Unis au terme d'un final haletant. Score final 89-79. C'était mercredi soir en quart de finale du mondial. Deux paniers du jeune et talentueux Frank Ntilikina ont permis aux Bleus de revenir avant que Nando De Colo enterre définitivement les espoirs de la Team USA. Mais après l'exploit face aux États-Unis, l'équipe de France a chuté face à l'Argentine en demi-finale du mondial de basket. C'était en Chine ce vendredi. Les Bleus ont commis trop d'erreurs face à une équipe argentine toujours aussi surprenante. Score final 66-80. Si les Bleus n'iront pas en finale, il leur reste un dernier match à jouer. Ils affronteront ainsi l'Australie pour la 3e place ce dimanche. Malheureusement pour les Bleus, ils semblent maudits en demi-finale. C'est la 6e fois en 20 ans que l'équipe de France échoue aux portes de la finale d'une compétition internationale. La Coupe du Monde de basket a été créée par la FIBA en 1950 et se déroule tous les 4 ans. Elle regroupe les meilleures équipes de chaque continent. L'équipe championne du monde se voit décerner le trophée Naismith du nom de l'inventeur du basket, James Naismith. À ce jour, 17 éditions ont eu lieu, la meilleure nation étant les États-Unis. Au cinéma, la sortie mercredi dernier de Jeanne, un film dramatique de Bruno Dumont. Un premier opus baptisé Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, le réalisateur filme la guerre de 100 ans, le procès de Rouen et la condamnation de Jeanne au bûcher. Ce second volet de l'adaptation de l'œuvre de Charles Péguy est porté par une bouleversante actrice de 10 ans, que vous voyez ici, Lise Leplat-Prud'homme, et par les mélodies du chanteur Christophe. Le texte y résonne magnifiquement avec une poésie inédite. Voilà 5 ans que Netflix a débarqué en France, avec plus de 152 millions d'abonnés à travers le monde, dont 5 millions dans l'Hexagone. Le géant américain a réussi à s'imposer comme le leader du marché de la vidéo à la demande par abonnement dans près de 190 pays culturellement très différents. Depuis son lancement chez nous, le 15 septembre 2014, la plateforme a considérablement changé les habitudes quotidiennes de nombreux foyers. Ainsi, désormais, chaque semaine, notre rubrique Coup de cœur vous conseillera dans la sélection de séries, films ou documentaires à visionner sur Netflix. Et cette semaine, nous vous recommandons la série Sense8.
Apparu sur la plateforme Netflix en 2015, Sense8 s'avère être la cerise que nous aimerions tous avoir sur notre gâteau. Cette fabuleuse série retrace les existences de 8 individus éparpillés aux 4 coins du monde, qui partagent des expériences sensorielles et émotionnelles et où chacun interfère dans la vie de ses semblables. Bercé par les plus beaux paysages du monde, Sense8 nous permet de voyager en première classe en assistant à 8 modes de vie complètement différents, du mariage forcé à la solitude, en passant par la romance homosexuelle. Cette série peut être considérée comme une œuvre d'art en raison de l'union de ces 8 corps qui sont liés les uns aux autres comme la plus belle de toutes les harmonies. Parlons désormais budget. Sense8 fait aujourd'hui partie des séries les plus coûteuses au monde avec environ 9 millions de dollars par épisode, notamment parce que le tournage se déroulait dans plusieurs villes différentes comme San Francisco, Londres, Berlin ou encore Mumbai. En ce qui concerne le générique, nous pouvons en parler car il est le reflet du travail fourni sur ces 2 saisons pleines de rebondissements. Les images ont été filmées par Karen Winslow, la femme de Lana Wachowski, lors du tournage de la première saison. Avec un caméraman, elle partait explorer les alentours à la recherche de paysages et de personnes intéressantes, pouvant retranscrire les différentes nuances de chaque pays, de chaque région. Il y a près de 108 plans différents qui viennent des villes où le tournage a eu lieu. Nous pouvons affirmer que Sense8 ne comptera que 2 saisons, elles sont d'ailleurs disponibles sur la plateforme, mais chaque épisode a su rajouter une couleur au tableau des émotions. Il est maintenant l'heure pour vous de vous laisser embarquer par la vie de ces 8 individus exceptionnels. Séries TV et cinéma, voilà un domaine dans lequel il excelle. Julien Poli, collaborateur de ce journal, que j'embrasse, lance ce week-end son blog baptisé 7e art et plus, dans lequel il fait part de ses coups de cœur qu'il recommande au grand public, avec une analyse fine et très sensible des films qu'il a visionnés. Vous retrouvez l'adresse de son site internet ci-dessous. Cet étudiant en 2e année de cinéma qui manie la plume avec un talent indéniable rêve de devenir scénariste et directeur de casting. Nous lui souhaitons bon succès. Et de Netflix à la TNT, il n'y a qu'un pas, voici votre programme de la semaine. Ce lundi à 21h05 sur France 4, un épisode de la série documentaire Apocalypse baptisé La paix impossible 1918-1926. Ce volet nous replonge au lendemain du premier conflit mondial. Le 11 novembre 1918, le monde sort d'un effroyable conflit. Les dirigeants des pays vainqueurs se lancent dans la construction d'un ordre planétaire. Mais les peuples sont traumatisés. Les années qui suivent voient émerger la haine, la peur et la rancœur, conduisant le monde au bord d'une nouvelle apocalypse, une remarquable leçon d'histoire parfaitement illustrée. Mercredi à 20h55 sur RMC Découverte, un documentaire baptisé Le Normandie, un géant à la française, revient sur l'histoire de ce géant des mers, mis en service en 1935 avant d'être réquisitionné par les États-Unis en 1941. Ce navire a marqué l'histoire maritime. Pour sa construction à Saint-Nazaire, architectes et ingénieurs ont mis au point de nombreuses innovations, coques révolutionnaires, systèmes de propulsion turboélectrique inédits, vastes intérieurs. À travers des animations 3D, des images d'archives et des témoignages, le documentaire revient sur l'épopée du Normandie, symbole du prestige de la France à son époque. Vendredi à 11h35 sur TF1, vous retrouverez la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Avant le premier match de la compétition, ce sera Japon-Russie à 12h45. La France, quant à elle, affrontera l'Argentine samedi. Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à 9h15. Et puis samedi soir, le lancement de la 10e saison de Danse avec les stars, c'est reparti pour la rumba et le cha-cha sur TF1. À l'animation, on retrouve Camille Combal qui signe là sa 2e saison à la tête du programme. Si les membres du jury restent inchangés par rapport à l'an passé, côté casting, une sélection pour le moins électrique est annoncée. Moundir, l'aventurier mythique de Koh Lanta, s'illustrera sur le parquet. Nul doute que cette forte tête fera parler de lui. Côté fille, la sensuelle Clara Morgan est en piste pour être la reine du cha-cha-cha, à moins que la chanteuse et comédienne des Mystères de l'amour, Elsa Esnou, ne lui fasse de l'ombre. Et puis c'est une première dans l'histoire de Dals en France, le nageur Samuel Guédari, amputé d'une jambe, rejoint la distribution. Il côtoiera un autre sportif, Ladjidou Kouré, champion du monde 2005 du 110 mètres et du 4 x 100 mètres, qui va ainsi changer de discipline. Yohan Ryu, journaliste sportif sur la chaîne L'équipe, s'essaiera aussi à l'exercice. Il complète un casting déjà composé de la chanteuse Liane Folly, du mannequin et compagnon de Caroline Receveur Hugo Philippe, du comédien des Bracelets Rouges Aziz Diabaté et de l'ex-Miss France Linda Hardy, désormais actrice dans la série quotidienne Demain nous appartient. Le monde regorge de surprises et de mystères et nous en fait parfois voir de toutes les couleurs. C'est le cas de ce lac rose en Australie. C'est notre photo de la semaine.
Au large du continent ouest australien, sur l'île de Middle Island, au beau milieu de l'archipel de la Recherche, se trouve le lac Ilié. Sa particularité, il est rose. Pourquoi? C'est la question que se posent nombre de scientifiques depuis plus de 2 siècles. Long de 600 mètres pour 250 mètres de largeur, ce petit lac d'Australie occidentale situé au nord de Middle Island a été découvert en 1802 par l'explorateur, navigateur et cartographe britannique Matthew Flinders, qui en avait déjà prélevé un échantillon sans pouvoir expliquer la raison de cette couleur si particulière, une rose qui ressort d'autant plus que le lac, entouré d'une forêt dense d'eucalyptus, est situé près de l'océan, du vert et du bleu qui forment un contraste marqué avec ce rose étonnant. À ce jour, on ne sait toujours pas bien pourquoi le lac Ilié est rose. Certains scientifiques estiment que la présence d'une microalgue typique des marais salants, d'une Alliella salina, qui produit du caroténoïde, un pigment de couleur orangée que l'on retrouve également dans la carotte, pourrait expliquer cette couleur. D'autres estiment qu'elle viendrait plutôt des bactéries halophiles, c'est-à-dire qui se développent en milieu très salé, présentes dans les nombreuses croûtes de sel qui composent le lac. Une autre théorie enfin avance que cela pourrait provenir d'une réaction chimique entre le bicarbonate de sodium et le sel présent dans l'eau. Autrement dit, personne n'est sûr de rien. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les analyses ont révélé que l'eau du lac est tout à fait inoffensive pour l'homme. On pourrait donc sans aucun souci aller y piquer une petite tête si toutefois cela ne requérait pas une autorisation spéciale. En effet, il est aujourd'hui interdit de s'y baigner, mais pour les plus curieux, il est tout à fait possible de le survoler en hélicoptère. Le lac Ilié n'est pas unique en son genre, en effet il existe à travers le monde d'autres lacs à la teinte rose, le lac Redba au Sénégal, le Sivash en Crimée, le lac Natron en Tanzanie ou encore le Pink Lake également en Australie occidentale. La 36e édition des Journées européennes du patrimoine, ce sera le week-end prochain, samedi et dimanche. À l'occasion, impossible de rester à la maison. Si on habite Paris, dans la capitale, les monuments et autres lieux historiques ouvrent leurs portes, souvent gratuitement, pour nous faire découvrir leurs secrets. Et pour ces journées du patrimoine 2019, les arts du divertissement sont mis à l'honneur. À Paris, les monuments, les théâtres, les cinémas et autres salles de spectacle se joignent au musée et ouvrent leurs portes gratuitement pour montrer au monde entier les savoir-faire français. Tout au long du week-end, des visites guidées, des ateliers et bien d'autres activités nous entraîneront dans les coulisses de ces plus hauts lieux de la capitale, à la rencontre des acteurs de ce patrimoine unique au monde, samedi et dimanche prochain, donc à Paris. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition, avec notamment un dossier consacré à la Tunisie. 8 ans après le printemps arabe et à quelques jours de l'élection d'un nouveau président, nous vous rendrons compte de la situation sur place et des difficultés socio-économiques que le pays traverse encore aujourd'hui. D'ici là, très bonne semaine et merci de votre fidélité.